Bonjour et bienvenue dans ce nouveau chat Actu Site Club Patrimoine. Aujourd'hui, on a une chance incroyable. Nous recevons la star des médias, l'égérie de BFM. Nous recevons Alice Labouze, on dit Labou, hein? On dit la Il y a un Z, mais bon. on peut dire. La présidente de Trecento AM, une redoutable entrepreneur qui s'est alliée à un charme incroyable, Alice. Et C'est aussi gentil, Jean-Pierre. une redoutable aussi détermination. Je vous connais bien et je sais de quoi je parle. Vous êtes une véritable alchimiste. J'adore ça. Merci. Trecento, c'est une belle histoire. Vous allez nous la raconter. C'est une histoire qui s'articule aujourd'hui autour de deux fonds, principalement Trecento Santé et Trecento Entrepreneur. Ce ne sont pas que des fonds, ce sont des concepts. Il y a vraiment une telling story. On verra si c'est la vérité. Et ça, les yeux dans les yeux, vous nous direz comment ça marche, bien évidemment. Mais avant de commencer, que serions-nous sans lui? Le primérisant Georges Delataille, celui qui porte la particule comme... Certains sont candidats à la candidature sans vraiment savoir pourquoi. Georges, la règle du jeu ou la règle du chat? Bonjour Jean-Pierre, mais je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Je pense que Jean-Frédéric Poisson, il est persuadé qu'il va gagner. Attendez, il habite Neuilly, réfléchissez, vous comprendrez. Mais non, Poisson. On y va, oui, c'est ça. Règle du jeu du chat toujours aussi simple, toutes les questions que vous voulez dans la zone sous la vidéo. Le sujet intrigue beaucoup, vous avez beaucoup de sujets, c'est de comprendre, beaucoup de questions, c'est de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans vos fonds et comment ils fonctionnent. Donc on va y aller. D'en parler. Exactement, on a beaucoup de plaisir d'être avec vous. Une demi-heure, ça va passer très vite, vous verrez. On va commencer par mieux vous connaître. D'où venez-vous, votre vie, votre œuvre? Et Trecento, c'est un joli nom. Ça naît comment cette histoire? Alors d'abord, moi j'ai toujours rêvé d'être entrepreneur. Je suis fille d'entrepreneur, ma mère était entrepreneur, mon père également. Et puis j'ai eu la chance de découvrir la finance en école de commerce et j'ai vraiment pris une passion pour cela en créant un club d'investissement. Et très rapidement, je me suis dit, si je veux créer une société de gestion, il faut que j'aille voir les trois segments les plus importants du métier, le régulateur, les investisseurs et les émetteurs. Et donc j'ai travaillé chez le régulateur, chez des investisseurs sociétés de gestion. Vous avez travaillé chez le régulateur? J'ai travaillé chez le régulateur. Policière. Exactement. Exactement. Mais en fait, c'est très utile, très bien utile. Et en tant que dirigeante de société de gestion, si je dois dire que voilà. Et alors maintenant, j'ai recruté une directrice générale qui a passé 12 ans à l'AMF et qui m'apporte tout son savoir-faire sur le sujet. Mais c'est vrai que j'ai démarré comme ça pour construire mon savoir-faire et pouvoir enfin créer une société de gestion. J'avais 30 ans et le grand sujet quand vous créez une société. L'année dernière. Voilà, c'était l'année dernière exactement. D'abord, il vous faut des fonds propres et puis ensuite, il vous faut des encours pour démarrer. Et donc, les fonds propres, en fait, j'ai voulu les lier à mon positionnement. C'est-à-dire que comme j'avais passé ma vie entourée de chefs d'entreprise, d'entrepreneurs, je me suis dit que j'allais marier dans la gestion le retour terrain de personnalité de l'économie réelle et le savoir-faire d'une équipe de gestion traditionnelle. Parce que j'avais été régulièrement surprise de la différence de perception. Prenez votre souffle quand même, hein. Volontiers. De la différence de perception qu'on pouvait avoir en tant qu'analyste financier ou gérant sur un secteur d'activité donné et la perception qu'avait un chef d'entreprise sur le sujet. Et je me suis dit, je vais créer la première société de gestion qui fait ça et je vais commencer par faire valider mon modèle auprès de chefs d'entreprise, donc d'entrepreneurs. Et donc, à mon capital, il y a une dizaine de chefs d'entreprise de différents secteurs d'activité. Donc ça, c'était le sujet numéro 1, les fonds propres. Alors ça commence comment l'histoire? Comment ça se passe? Racontez-moi un jour, vous décidez, vous allez chercher ces chefs d'entreprise, paf, on monte une société de gestion. Alors, j'ai monté d'abord une holding et en fait, il fallait que je fasse une levée de fonds. Donc, j'ai fait une levée de fonds avec une grosse prime d'émission pour garder la majorité, évidemment, du capital. C'était important. J'ai fait ce qu'on appelle un mémorandum, ce qu'on fait en banque d'affaires régulièrement, qui expliquait le concept, ce que je voulais créer, quelles étaient mes perspectives de distribution. Et je suis allée voir des chefs d'entreprise en leur demandant d'investir à mes côtés. Été 2011, donc pas forcément facile, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était pas un grand moment sur les marchés. Et c'est pour ça aussi que j'ai appelé la société Trecento. Ça dépend, c'est en juillet, ça se passe super bien. Et en août, ça se complique. Voilà, juillet, août, septembre, on a clôturé l'augmentation de capital fin septembre 2011. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'appeler la société Trecento. Parce qu'en fait, Trecento, c'est la pré-renaissance italienne, c'est le XIVe siècle. Ça a préparé des grands changements en Europe. La notion d'Europe, d'ailleurs, s'est développée à ce moment-là. Et en fait, je me suis dit… Avec des banquiers. Avec des banquiers, évidemment. Et je me suis dit, plutôt que de parler de renaissance, plutôt que de parler de naissance, l'idée de parler de pré-renaissance me semblait intéressante. Et puis Trecento, ça chante, c'est italien, c'est chaud, et j'aime ça. Très bien. Comment ça se passe? Donc, vous trouvez ces entrepreneurs, vous allez voir un incubateur aussi? Exactement. Voilà. Alors là, c'est le sujet numéro 2. Il faut des encours pour démarrer. Alors à l'époque, il y avait 2 incubateurs sur la place et Next AM, qui appartient à la française AM, a eu la gentillesse d'investir à mes côtés. Ils sont rentrés au capital dès le premier jour de la création de la société de gestion, donc filiale de cette holding. Et ils m'ont apporté 15 millions d'euros pour démarrer et ont pris 20% du capital de la société. Ils sont toujours là? Non.
Vous les avez rachetés, trop fortes. Je les ai rachetés, ils ont fait une très belle opération. Je ne dirais pas ce qu'ils ont fait, mais ils ne sont pas déçus. On les reconnaît, Xavier, si tu voilà, nous entends. Exactement. Je pense qu'ils ne sont pas du tout déçus de l'opération. Au contraire, hein. On s'est très bien développé. Et en fait, vous savez, l'incubation, le principe, c'est à un moment, il faut qu'on puisse nager sans les brassards. Et donc, c'était un peu l'idée. Et donc, voilà, d'un commun accord, j'ai racheté leur part l'année dernière. D'accord. Alors aujourd'hui, Trecento, c'est quoi? Quelle structure? Quels encours? Quelle équipe? Et on va aller ensuite sur la philosophie. Volontiers. Alors Trecento, aujourd'hui, c'est 3 fonds d'investissement. En tout cas, c'est 160 millions d'euros sous gestion. Un fonds d'investissement dédié pour un entrepreneur qui fait 110 millions d'euros. Ah oui. Mais je suis très contente de l'avoir à mes côtés. Il faut le coucouner, hein, parce que... Oui, je le coucoune, ne vous inquiétez pas. Et je le coucoune et il reste à nos côtés. Très Il bien. est très présent même dans la stratégie. Un fonds santé, Trecento Santé, qui s'est pas mal développé, qui fait un peu plus de 40 millions d'euros, et un fonds Trecento Entrepreneur qui fait une dizaine de millions d'euros. Donc ça, c'est pour les produits. Ensuite, en équipe, aujourd'hui, en fait, j'ai la chance d'avoir à la gestion 3 collaborateurs avec moi. Donc Christophe Houchois qui a fait HEC, qui est mon bras droit sur la gestion, qui est analyste financier et gérant, et puis 2 autres analystes financiers à mes côtés. Caroline Prado, notre directrice générale, comme je vous le disais, qui a passé 12 ans à l'autorité des marchés financiers. Vous gérez ou vous dirigez? Enfin, votre quotidien, c'est quoi? Mon quotidien, c'est pas mal de choses. Effectivement, en fait, si vous voulez, il faut être très bien organisé pour pouvoir faire un certain nombre de choses. Par conséquent, on a pris la décision dès le démarrage, en fait c'était obligatoire, de mettre en place un morning meeting. L'équipe de gestion arrive à 7h30, 7h45 tous les matins. Prépare un morning meeting. C'est vrai ça. Ah oui, je vais appeler, attention. Vous pouvez appeler, vous pouvez même venir avec plaisir. Je convie régulièrement des partenaires à 7h30. À ce morning meeting. Alors non, le morning commence à 8h30. Il prépare le morning et en fait, il nous présente un point sur tout ce qui s'est passé sur les marchés la veille et surtout sur toutes les nouvelles qu'il peut y avoir sur les sociétés qu'on a en portefeuille ou les sociétés qu'on regarde, qu'on suit. Voilà. Et ça nous permet, si vous voulez, moi, ça me permet d'être très efficace parce qu'à 9h du matin, je sais exactement tout ce qui s'est passé sur les valeurs que nous avons en portefeuille. Ça nous permet de prendre des décisions. Et ensuite, l'équipe d'analyse financière travaille sur des études. Et après, évidemment, je fais un peu de développement commercial, je fais de la stratégie. Mais ça, c'est mon job. Et vous faites de la télé? On vous voit beaucoup sur BFM. Alors, occasionnellement. Alors, en fait, je suis toujours très surprise qu'on me dise qu'on me voit beaucoup. Mais oui, parce qu'on ne voit que vous crevez l'écran, c'est pour ça. C'est très gentil. Je ne passe pas tant que ça. Maintenant, je passe 1 fois par mois à peu près, sauf quand je fais une ou 2 émissions. Oui, mais moi aussi, on parle tout le temps de moi aussi. Non, je déconne. Voilà, mais vous, c'est pareil, on ne parle que de vous et voilà. Allez, avant de passer la parole aux internautes, ma dernière question, j'en ai un peu abusé, mais c'est à cause de vous. Pourquoi la santé? Au départ, je comprends que c'est un secteur important, mais est-ce que vous êtes spécialisé là-dedans? Vous connaissiez? Comment vous êtes arrivé là? Et comment vous êtes fait entourer? Puisque c'est vraiment sur BFM, par exemple, vous parlez de santé principalement. Exactement. Donc vous êtes reconnue aujourd'hui comme une experte de la santé dans le monde de la finance. Comment on arrive là? Est-ce que c'est une spécialité au départ ou c'est une volonté? C'est les deux. C'est une volonté qui est devenue une spécialité. En fait, quand moi j'ai été analyste financier chez Richelieu Finance, et à l'époque, donc notre job, c'était d'apporter une idée d'investissement toutes les semaines, qui était dans la méthode de l'époque, Cardinal, aux gérants. Et en fait, de plus en plus je faisais des screenings, plus je regardais les marchés, les différents secteurs, plus mon travail d'investigation m'orientait vers la santé. Disons que j'étais très surprise de voir que d'abord c'était un secteur naturellement diversifié, on en parlera, mais surtout c'était un secteur en croissance très très forte et avec des marges qui étaient celles du luxe sans avoir les sujets de cyclicité et de lien avec la croissance économique. Donc j'ai toujours aimé investir dans la santé et c'est vrai que quand j'ai créé Trecento, j'ai d'abord créé Trecento Entrepreneur. Quelques mois après, je regarde les valorisations du secteur de la santé. On était dans le tiers le plus bas de la valorisation historique du secteur. Je me dis, c'est pas possible. Il faut y aller. Il faut y aller. C'est là. Donc voilà, j'ai décidé d'y aller. Et c'est pas trop compliqué parce que c'est un secteur très dur. Enfin, il y a beaucoup de gens qui sont sur... Mais c'est un secteur très dur à analyser parce qu'au fond, il y a des risques. Il faut connaître l'industrie en tant que telle. Comment on fait pour analyser ça? En fait, effectivement, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a si peu de fonds santé. Il y a une trentaine de fonds santé mondiaux. J'en parlais avec JP Morgan. Ils me disent que Healthcare, c'est 60 gérants et analystes sur un seul fonds. C'est une société de gestion en tant que telle. Oui, c'est possible parce que c'est vrai que c'est très impressionnant parce qu'en fait, il y a des barrières réglementaires, parce que le principe de la fixation des prix des médicaments n'est pas libre. Et puis, il y a des barrières aussi scientifiques. Donc, il faut avoir un savoir-faire scientifique. Donc, comment est-ce que j'ai organisé ça? Voilà, dans la lignée de notre ADN, en fait, j'ai choisi de créer un comité d'experts santé, plusieurs personnalités du monde de la santé qui nous ont rejoints
même en amont de la création du fonds, pour constituer le portefeuille, pour réfléchir sur la stratégie et tout ça. Et finalement, en fait, ça nous a fait gagner un temps fou et ça nous permet surtout de ne pas avoir forcément le même point de vue que les financiers. C'est-à-dire qu'en fait, on peut parfois, en tant que financier, analyser ce que font les autres financiers, se faire un point de vue et puis se tromper parfois sur des tailles de marché, sur des perspectives, sur certains médicaments. Et le fait d'être avec des gens du terrain nous plaît beaucoup et j'en dirai un peu plus parce que le positionnement du fonds est très lié au choix des personnalités qu'on a dans notre comité d'experts. Allez, c'est parti, les internautes ont la parole et ils posent plein de questions, donc on va travailler par thématique peut-être. Donc Georges, je vous laisse, c'est votre job après tout. Oui, alors, première thématique, c'est peut-être pour revenir aux fonds spécialisés. Pourquoi vous avez choisi que 2 fonds spécialisés? Est-ce que c'est pas trop risqué, trop restrictif? Et du coup, qui souscrivent aux fonds? Est-ce que c'est que des fonds de fonds? Est-ce que c'est des CGP en direct? Enfin, donc des clients. Alors, on en a parlé déjà, pourquoi des fonds spécialisés, mais au fond, pourquoi aujourd'hui vous êtes resté focusé sur ces 2 fonds? Pourquoi pas un fonds généraliste? Non, et puis ils ont d'être rassurés, est-ce que c'est dangereux ou pas? D'accord. On a beaucoup la question. Alors, à la première question, je répondrai tout simplement que mon analyse du marché de l'asset management, même mondial, est que pour moi, tout ce qui est trackerisable a peu d'avenir. C'est-à-dire qu'en tant que chef d'entreprise, parce que ça c'est aussi mon job, moi mon job c'est aussi de mener le bateau vers le succès, j'ai choisi d'avoir des produits qui étaient des produits où il y avait vraiment ce que moi j'appelle du jus de cerveau, c'est-à-dire quelque chose qui ne peut pas être répliqué. Et donc dans ce cadre-là, en fait, j'ai choisi effectivement de me spécialiser sur des marchés qui peuvent être considérés comme des marchés niches, mais je peux vous dire qu'il y a vraiment de la place pour investir. Enfin, entrepreneur, en l'occurrence, c'est pas une niche, puisque vous choisissez des entrepreneurs, donc le monde est à vous. Je ne choisis pas des entrepreneurs, mais je vous en dirai plus. Pardon, c'est pas parce que ça s'appelle entrepreneur que je choisis des entrepreneurs. Mais c'est pas grave. En tout cas, si vous voulez, j'ai choisi cette angle parce que je considère que c'est le succès à venir dans l'asset management. D'accord, alors là, on se dit, votre premier fonds, il s'appelle Entrepreneur, Avant Santé. C'est quoi Entrepreneur? Ah, bah alors allons-y. Voilà. C'est pas la deuxième. C'est pas grave, parce que c'est bien de continuer comme ça dans la lignée de ce que vous dites. Crescendo Entrepreneur, en fait, c'est un fonds action européenne qui dispose d'un comité d'entrepreneurs, une dizaine de chefs d'entreprise de différents secteurs d'activité qui consacrent du temps à l'équipe de gestion pour parler de leur propre business et de la perception de leur business. Est-ce qu'ils stockent? Est-ce qu'ils déstockent? Qui sont les leaders ou les challengers qu'ils voient émerger, les barrières réglementaires, les grandes ruptures technologiques. Nous, notre job, les financiers, c'est de se nourrir de cela pour faire notre allocation sectorielle. Et en fait, on n'investit pas dans des sociétés entrepreneuriales. Nous, en fait, on veut le pouls du marché. Mais c'est un fonds généraliste. C'est un fonds généraliste et on est plutôt multicap, à vocation plutôt même grande capitalisation. Donc effectivement, le nom peut paraître trompeur. C'est entrepreneur parce qu'on a un comité d'entrepreneurs. Voilà, tout simplement. Ok, voilà, on a la réponse. Pour continuer sur le fonds entrepreneur, nous autres sont un peu critiques sur les performances, donc c'est un peu compliqué ces derniers mois. Il y a beaucoup, alors là les gens, on va le dire, on est tout à fait honnête, ça rigole pas les questions sur entrepreneur. Alors moi j'ai la fiche Cantalis, effectivement, c'est une année très difficile, vous souffrez beaucoup. Au fond, alors effectivement, j'ai vu les questions. Oui, on nous cite d'autres fonds, du coup, beaucoup des fonds entrepreneurs. Je pense qu'il y a un amalgame qui disent que eux parce qu'on pense que c'est du small et mid cap au fond quand on est entrepreneur. Ils veulent bien comprendre qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que vous allez faire pour que ça mais change. même si c'est pas, allez, on y va, on est à peu près à moins 10, entre moins 10 et moins 12 cette année. Moins 10, moins 12, c'est quand même beaucoup. Alors, si ce n'est pas un fonds small mid cap, on met ça de côté. Mais malgré tout, vous sous-performez l'indice. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il se passe que... Avec d'aussi bons conseils en plus. Effectivement. En fait, l'année dernière, si vous voulez, on a fait une très bonne performance. On a surperformé notre indice de 5%. Cette année, on sous-performe nettement l'indice. Plus 13 en dernier. Pourquoi? Tout simplement. Oui, tout à fait. Pourquoi? Parce que, en fait, tout simplement parce que notre fonds est un fonds de conviction. C'est-à-dire que la manière dont on travaille fait qu'on n'a aucun problème à exclure de notre univers d'investissement des secteurs entiers. Chaque année, on fait des reviews. D'ailleurs, on fait plus fréquemment que ça des reviews. Et en fait, là, cette année, on a évidemment subi la rotation sectorielle dans le mauvais sens. On l'avait subi dans le bon sens l'année dernière. Cette année, c'est un peu l'inverse. Et donc, nous n'avions pas tout ce qui est monté et nous avions plutôt les secteurs qui ont baissé. Donc, effectivement, ça n'est pas une bonne année, mais ça ne m'inquiète pas plus que ça dans la mesure où, de toute façon, si vous voulez, un fonds de conviction est benchmarké par nature parce qu'on est obligé quand même d'être benchmarké. Il faut bien. Mais mon job, c'est de créer de la valeur dans la durée, et donc c'est là-dessus qu'on travaille. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous n'avez pas de banque? Alors, en fait, on n'a pas, surtout, on n'a pas de matières premières. On n'a pas de pétrole, et vous savez que le pétrole, contrairement à ce qui on pouvait penser intuitivement, voilà, on n'a pas d'immobilier aussi qui a bien monté. Donc déjà, il y a quand même un banque, écart. Banque, la question, parce que souvent, c'est une question. Hein. Oui. Alors, les banques, aujourd'hui, on n'en a plus. On en a eu un petit peu, et en fait, on peut en avoir.
D'accord. Pourquoi vous n'en avez pas en ce moment? Tout le monde dit c'est tellement pas cher les banques. C'est votre... Pourquoi vous n'en avez pas? En fait, on a un peu peur de la capacité vraiment à générer des revenus dans un environnement de taux bas pour les banques. On est un petit peu inquiet, donc on préfère s'en extraire pour l'instant. Très bien. Georges, on continue sur les questions sur entrepreneurs, si vous voulez, on continue. Du coup, on dit, en quoi vous croyez entrepreneur? Qu'est-ce que vous regardez? Dans quoi vous investissez, tout simplement? Alors, on investit beaucoup dans les secteurs technologiques. En fait, ça nous plaît beaucoup. Tout ce qui est système de paiement, tout ce qui est site online, on a des entrepreneurs à nos côtés. On aime beaucoup. Par exemple, des belles lignes chez vous? Des belles lignes chez nous. On a du showroom privé, par exemple. On a du Wirecard. Ça ne m'étonne pas de votre part, mais... On a du Wirecard, on a du Ingenico qu'on aime beaucoup. Ça a souffert un peu là, effectivement. Ça a souffert un petit peu, effectivement, mais c'est dommage parce qu'en fait, c'est des sociétés qui… C'est magnifique, voilà, évidemment. Moi, je trouve. Donc, effectivement, on n'a pas eu beaucoup de chance. J'en ai conscience, mais bon, c'est pas très… Voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos entrepreneurs? À quel moment? Moi, j'aimerais rentrer inside. Si J'ouvre le capot. Je peux vous donner un exemple. Par exemple, l'exemple du BTP. De toute la construction. En début d'année, on s'est dit, est-ce qu'on achète de la construction? Donc, on a vu un de nos experts, qui est quelqu'un qui est un entrepreneur, qui a créé, en partant de rien, en une quinzaine d'années, une société qui fait aujourd'hui plus de 85 millions de chiffres d'affaires, française, qui est spécialisée notamment dans les chariots élévateurs, mais pas seulement, toute la location aussi de matériel de BTP. Et on a beaucoup parlé, on a fait un comité d'experts sur ce thème-là, qu'on a préparé avec l'équipe. Alors, comment ça fonctionne? On prépare nous toujours un document qui dit quelle est notre perception en tant que financier de ce secteur-là et on confronte à la perception de l'entrepreneur en question. Lui, il nous a dit, écoutez, c'est simple, aujourd'hui, les investissements sont à l'arrêt sur le secteur. Je suis obligée même de céder… Dans le BTP? Dans le BTP. Je suis obligée… Tout le monde dit que ça repart, là? Ouais. Alors là, c'est un petit peu plus tard. En janvier, c'était peut-être moins le cas, mais… si vous voulez, il a dit, moi je suis même obligée de céder les activités qui ne sont pas core business pour rapatrier de la trésorerie et pour calmer un peu le jeu parce que pour nous, on doit faire le dos rond. Les investissements en infrastructure en France ne sont quand même pas, à part le Grand Paris, mais le Grand Paris, bon, on peut en discuter, mais globalement, si vous voulez, en tout cas, lui, son sentiment, c'est que c'était plutôt une période de repli. Par conséquent, on a quand même étudié le sujet, on a décidé de ne pas investir sur ce segment. Qu'est-ce qui se passe? Je lève le capot de vos comités, de votre gestion. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez une idée, que vous regardez un peu le marché, comment ça marche, ce que disent certains économistes, puis votre entrepreneur dit non, c'est pas le moment. Et quelle est la prégnance de l'entrepreneur à ce moment-là dans votre choix et dans votre décision? En fait, c'est nous qui prenons les décisions d'investissement. C'est les gérants, ce n'est pas les entrepreneurs qui gèrent. En fait, ils viennent un peu comme des consultants macro. Voilà. Donc après, on en fait ce qui nous semble le plus pertinent. Et c'est vrai que on a une relation aujourd'hui tellement proche avec ces gens-là qu'on leur fait relativement confiance. Voilà, tout simplement. Ok. Donc, cette année difficile, on comprend bien. Vous attendez la prochaine rotation sectorielle. Probablement. Donc, du coup, c'est plutôt le bon moment pour acheter? Oui, nous, c'est ce qu'on pense. On va être optimiste. On va être optimiste. De toute façon, c'est toujours le bon moment. Oui, ben voilà, quand on est dans la gestion, on trouve toujours une bonne idée. Quand on est dans la gestion, on a toujours envie. Mais là, en l'occurrence, c'est pas faux. Non, mais là, si vous avez fait ces paris sectoriels qui n'ont pas marché aujourd'hui, c'est plutôt le bon moment pour acheter. En général, on dit que les perdants d'une année deviennent les gagnants de l'année suivante. Alors, je ne sais pas si ce sera le cas. Sauf si les banques surperforment, mais ça, c'est une autre histoire dans les mois à venir. On passe sur santé. Oui, on a aussi beaucoup de questions sur santé. Voilà, on vous connaît surtout pour santé, donc allons-y. Où là, pareil, vraiment, les gens veulent comprendre qu'est-ce qu'il y a dedans, dans quoi vous investissez, aussi qu'est-ce que vous y connaissez à ce secteur, où finalement ils disent que c'est très compliqué, très technique. Donc comment ça marche? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alors on refait on soulève le capot de nouveau. Allons-y. Comment il marche? C'est qui votre… Alors peut-être pas citer les noms, mais votre comité, pareil, vous avez un comité dans la santé qui vous accompagne dans la compréhension de ce qu'est ce marché. Alors pour bien comprendre qui est le comité, je vais juste reparler du positionnement. En fait, on a choisi… Quand j'ai créé ce fonds santé, j'ai évidemment regardé ce que faisaient les autres. Quand on commence à créer un produit, on regarde évidemment la concurrence. Et en fait, j'ai été très surprise de voir que mes concurrents compétiteurs n'avaient jamais d'approche par le risque. Je m'explique. Ils investissent de la même manière dans un grand laboratoire pharmaceutique qui va avoir des cash flows récurrents, une belle visibilité, que dans une société de biotechnologie qui va attendre les autorisations de mise sur le marché de son produit. Or, sur cette société de biotechnologie, le risque associé à la hausse et à la baisse est très élevé. Or, moi qui ai géré de l'argent pour de la clientèle privée, j'ai été surprise de ça parce que, de mon point de vue, quand on investit dans la santé, on investit sur une thématique long terme et ce qu'on veut, c'est éviter les soubresauts trop importants du marché, c'est-à-dire avoir un caractère un peu défensif.
Ce qui n'était pas le cas, ce qui n'est pas le cas des produits qui existent dans la santé. Donc je me suis dit, en fait, moi, je ne vais pas du tout faire ça. Je vais créer le premier fonds santé qui exclut de son univers d'investissement toutes les sociétés non rentables, ce qui est très lourd de sens, et je m'expliquerai. Et par construction, créer le fonds santé le moins volatile de tous les fonds santé. Est-ce que vous ne regardez pas le passé, là? Les sociétés non rentables, je veux dire, une société qui fait un gros cash flow, ce n'est pas forcément celle qui va réussir demain, surtout dans ces milieux. Ah non, mais ce n'est pas une question de réussite. La question, c'est que... C'est une question. Non, mais la question, c'est que moi, si vous voulez, à partir du moment où on me confie de l'argent, mon job, ce n'est pas de faire un pari. D'accord. Mon job, c'est d'investir. Et donc, pour moi, quand on investit dans une biotechnologie non rentable, on fait le pari que son produit va être mis sur le marché. Alors, biotech santé, ce n'est pas la même histoire. Hein. Alors, c'est pour ça que c'est important de comprendre. D'ailleurs, il y a des catégories. Quand on parle biotech, c'est biotech. Quand on parle santé, c'est healthcare, etc. Donc, ce n'est pas la même chose. En fait, si vous voulez, c'est un peu les poupées russes. Oui, la j'entends. petite poupée Mais quand même, biotech voilà. et dans la grande poupée santé. La santé, c'est 4 grands segments. Et c'est pour ça que ça m'intéresse aussi, parce que c'est naturellement diversifié comme secteur. Il y a 4 business models qui ont des logiques différentes. Donc, ça apporte dans la durée de la valeur pour les investisseurs. Vous avez les laboratoires pharmaceutiques qui incluent les fabricants de médicaments génériques. Vous avez le matériel médical, donc là c'est aussi bien les implants, les prothèses, les outils de diagnostic, ce genre de choses. Vous avez les services à la santé, là c'est extrêmement vaste. Vous avez aussi bien les cliniques, les maisons de retraite, mais aussi le transport médicalisé, les logiciels pour les médecins, les assureurs santé, donc c'est vraiment vaste également. Et pour finir, vous avez les sociétés de biotechnologie qui inventent les médicaments sur la base du vivant, et là on a des paris. Du sang, du plasma, voilà, plutôt que les labos traditionnels qui travaillent sur des... Donc vous, pas de biotech? On a des biotech, D'accord. mais les biotech qu'on a sont rentables. En fait, il existe des biotech rentables. Et on l'oublie parfois, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qu'on appelle des biopharma. Ce sont des anciennes petites biotech, mais qui ont réussi à développer des portefeuilles produits rentables, mis sur le marché. C'est des sociétés qui ont des très belles marges, qui en général sont plutôt américaines. Mais est-ce qu'à ce moment-là, c'est pas trop cher? C'est le premier sentiment que j'ai. Quand je vois l'explosion des biotech, je me dis, c'est des indices, hein. Oui. Je me dis que cette explosion, elle vient du fait justement qu'on a fait les paris et que globalement, ça monte. Si vous achetez les plus rentables, l'argent est déjà fait, non? Je ne crois pas, au contraire, parce qu'en fait, elles ont une grande capacité d'innovation et de mise sur le marché de nouveaux produits. Et vous dites qu'il y a eu de fortes hausses sur les biotech, c'est vrai, mais il y a quand même eu un coup d'arrêt il y a un an avec le départ des... Depuis 10 ans, vous preniez les classements, c'était biotech. Hein, donc, ça, je suis d'accord avec vous. Et si je peux ajouter quelque chose, c'est quand même qu'on a tendance à croire que si on veut de l'innovation dans la santé, il faut aller sur les biotech. C'était un peu votre réflexe aussi. Oui, bien sûr. Moi, je dis... Il y a énormément d'innovation dans le matériel médical. Il y a énormément d'innovation dans les services. Et nous, on est très pondérés dans ces 2 segments. Donc, je peux vous donner des exemples. Eh bien oui, justement. Alors, on nous le demande, hein, Georges, on va reprendre je regarde en même temps. Hein, bien sûr, on vous dit c'est très, très large. Quelle est votre expertise? Et c'était très intéressant. Donc, les 4 segments de cette notion de santé. Donc, comment ça marche dans votre fonds? Quelle est la répartition? En fait, on a mis en place un certain nombre de règles de risque pour aussi garder une volatilité faible. Donc, on ne met jamais plus de 40% sur un des sous-segments. Et dans l'ensemble, en tout cas depuis la création du fonds, on a toujours été présent sur les 4 segments, mais qu'on fait varier différemment. En fait, on aime beaucoup le matériel médical et on aime beaucoup notamment tout ce qui est cardiologie et orthopédie. Allez-y, donnez-moi des exemples. Orthopédie. Parce que je sais que vous faites les questions et les réponses, donc vous avez envie de donner des exemples, donc je vous en prie. J'arrête, je vous laisse. Non, je vous en prie, ça me fait super plaisir. Jean-Pierre, c'est pour vous l'orthopédie, pour vos genoux. Oui, bien sûr. Orthopédie, statistiquement, on a de plus en plus de chances de passer un jour au garage, c'est-à-dire de changer son épaule, son genou ou sa hanche. Et il y a des sociétés qui sont devenues spécialisées, les géants mondiaux sur le secteur. Alors, ce sont des sociétés américaines. C'est Zimmer, c'est Stryker, par exemple, qui sont des très grosses positions, enfin des grosses positions, c'est des positions à 3,5% dans notre portefeuille, parce que aussi, en termes de ligne, nous, on ne met jamais plus de 3% sur une valeur, on laisse monter à 4, on écrète. Vous ne verrez jamais plus de 4% de facto sur une ligne dans notre portefeuille. Vous ne pouvez pas les rencontrer, ces sociétés? Ah, bien sûr que si. Mon équipe part à New York en début d'année prochaine. Là, ils reviennent à Londres, il y a eu une grande conférence sur la santé. La chance que nous avons, c'est que maintenant, on est vraiment dans un monde mondialisé, si je puis me permettre. Et donc, du coup, il y a énormément de roadshows qui sont faits en Europe et on en bénéficie. Voilà, il suffit de travailler avec les bons intermédiaires. Bien sûr qu'on les rencontre. Ça avance très, très, très vite. Juste pour dire santé, une question pratique, c'est quelle est la zone d'investissement? C'est le monde. D'accord. Et en réalité, on est surtout investi, à peu près à 58% sur les États-Unis et le reste sur le marché européen. Et du coup, on a la question, vous avez déjà personnellement répondu, c'est combien il y a de personnes sur ce fonds? Parce que nous disent finalement c'est hyper large comme domaine.
Et Ouais. Combien de et le personnes monde gèrent est très ce grand. fonds, Donc, combien comment vous faites d'analystes? pour tout surveiller Alors, donc, et savoir, on nous dit carrément, la prothèse de hanche, est-ce que c'est la bonne ou pas la bonne, quoi? bah oui, bien sûr. Donc, on est 4 à travailler, 3 analystes et moi-même sur le secteur de la santé. Et on a 5 experts de la santé à nos côtés. Et là, je réponds à une question précédente, mais ça va rejoindre ce que vous disiez. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne trouverez pas dans notre comité d'experts santé des super PhD, des chercheurs fondamentaux, parce que nous ne travaillons pas sur l'amont du marché de la santé, nous travaillons sur l'aval, c'est-à-dire l'accès au marché, les réseaux de distribution, c'est ça qui nous intéresse, c'est comment l'argent est généré dans ce secteur. Et par conséquent, nous avons à nos côtés, puisque ça compte aussi évidemment, des experts qui sont des patrons d'établissements de santé, donc acheteurs de matériel médical, acheteurs de médicaments. Nous avons des patrons de laboratoires de médicaments. Nous avons des praticiens, c'est-à-dire des gens qui concrètement utilisent le matériel médical et recommandent un certain nombre de médicaments. Et nous avons surtout 2 spécialistes du marché, enfin de la réglementation santé. Je m'explique, le système de santé est un peu particulier, c'est-à-dire qu'il y a des payeurs et les payeurs sont soit privés, soit publics et il faut comprendre comment fonctionnent les systèmes de remboursement des payeurs. Et là où vous avez raison, c'est que c'est très important de savoir par exemple les grands assureurs santé américains, quelle est leur politique de remboursement. S'ils décident de ne plus rembourser tel type de matériaux composites qui fabriquent, qui constituent la prothèse de genou, ça peut enlever 80% du chiffre d'affaires d'une société. Donc c'est pour ça qu'on fait beaucoup de veille sur le sujet. Et donc d'une certaine manière, par capillarité, on a, grâce à ce comité d'experts, vraiment un savoir-faire. Et je finis. Parce que c'est important, parce qu'on me challenge. Juste nous laisser un peu de temps. Oui. C'est comme vous voulez. Hein. Soit c'est votre émission, vous faites ce que vous voulez, mais il faut nous laisser un tout petit peu de temps. Alors j'arrête. Non, vous finissez. Non, mais juste, vous verrez, si vous regardez mon site internet, en fait, on a un club santé. On regardera, c'est sûr. On a un club santé en plus du comité d'experts santé. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de professionnels de santé qui nous ont écrit et qui voulaient participer au comité d'experts santé. Comme il n'est pas extensible de manière massive, on a créé un club santé où tous les professionnels de santé peuvent s'inscrire et nous font un retour terrain quand ils changent de matériel médical ou autre pour nous parler de leur propre business. Join the club, donc, de Trecento. Allez, il nous reste 5 minutes. Oui, ça va super vite. Hein, mais oui, c'est ça, ça va très très vite. Alors, c'est bon, on a fait le tour de santé. On dit juste quand même que les performances suivent. Hein. Voilà. Ça s'est bien passé. Encore cette année, vous êtes au-dessus de votre indice. Hein. Voilà, donc exactement. tout va bien. Merci, Jean-Pierre. Donc voilà, j'ai regardé. Ah, c'est gentil. Donc voilà. Allez, on parle de vous maintenant, de la maison et les indépendants. Georges va vous poser quelques questions. Ils sont un peu inquiets, ils vous disent on ne vous voit pas assez. Exactement. Où est-ce que vous êtes? Avec qui vous travaillez? Donc qui vous distribue? Et si on est CGP, où est-ce qu'on vous trouve, tout simplement? Hein, on nous dit on ne vous voit jamais dans les salons, les réunions de CGP. Vous voyez, je vous dis clairement. Je suis un petit peu triste qu'on dise ça, parce que pourtant j'ai tout donné. J'ai fait ce qu'on a tout appelé. donné, yes. J'ai tout donné. On a fait le Trecento Tour. On a fait 8 villes en France depuis un an. Normalement, oui, c'était sur Club Patrimoine. Oui, donc ils l'ont vu. On a fait 8 villes en France où on a rencontré. Alors c'était des one-to-one, c'est vrai, parce qu'en fait l'idée c'était de commencer à se faire connaître avant d'organiser des réunions. Et puis on a été référencé par AXA, par Generali, par AGEAS, par Apicil, par Predica. Donc vous êtes assez bien référencé. On est assez bien référencé et vous verrez sur notre site internet. Voilà, mais moi je veux bien vous rencontrer, il suffit de m'appeler ou d'appeler mon équipe. D'accord, très bien. On ne vous a pas vu à Patrimonia? Et non, exceptionnellement, c'est la première année, mais j'étais en Suisse parce qu'on a de plus en plus de développement sur le marché suisse. Qu'est-ce qui se passe en Suisse? Tiens, racontez-moi. Nous avons fait agréer FINMA, donc l'équivalent de l'AMF, notre fonds santé, parce que les Suisses ont une très forte sensibilité au thème de la santé et ils aiment beaucoup les volatilités réduites. Donc voilà, c'est le bon produit au bon moment pour le marché suisse. Si on vous demande, et un CGP qui nous regarde, là, vous dit, mais au fond, il y a des grands fonds, la question que je posais au départ, il y a des grands fonds santé, de grandes maisons, je parlais de JP Morgan, Healthcare, 60 personnes. C'est très bien d'ailleurs. Pourquoi venir chez vous? Parce que nous, on apporte une volatilité beaucoup plus faible et que votre client, il ne va pas vous regarder en disant « Ah tiens, on a fait… » Volatilité plus faible? Moins 20 ou moins 25. C'est simple. D'ailleurs, c'est marqué sur Cantalis, mais vous savez, on est à peu près à 12 de volatilité, là où nos concurrents sont plutôt entre 16, 17 et 30 et quelques pour ceux qui ont le plus de biotechnologie. D'accord. Donc le positionnement que vous nous donniez tout à l'heure, qui dit je suis plus en aval, je fais plus attention et je vais gérer des clients privés, ça amène moins de vols sur un marché qui en a beaucoup. Et donc du coup, ça permet… Alors effectivement, dans les moments où il y aura un bull market énorme sur les biotechnologies, on fera des belles performances, mais on fera un peu moins. Par contre, dans les moments difficiles comme cette année, et j'invite tout le monde à regarder nos performances versus nos concurrents, vous verrez qu'on a très bien tenu. Allez, on a 1 minute, 2 questions pour finir. Votre avis sur Prips? Il y a eu une grande polémique, vous savez, qui disait ça va tuer les petites sociétés de gestion. Un autre nous dit c'est un peu petit pour durer. C'est la crainte des internautes. Je sais que vous avez
une très grande ambition. Oui. Donc, répondez à cette question. Quelle est votre ambition? Moi, je me souviens, vous avez entendu parler de milliards. Oui. Donc, allons-y. Ah, Et c'est mon donc, Prips, objectif. donc, du coup, vous serez à l'aise avec Prips. Oui, moi, c'est mon objectif de dépasser le milliard. Et d'ailleurs, je travaille sur le sujet et j'espère bien y arriver. Je pense que tout chef d'entreprise a envie de mener sa société à des niveaux élevés et c'est là-dessus que je travaille. Ensuite, est-ce qu'on est trop petit pour résister? Il ne faut pas s'inquiéter pour nous. La société est rentable, on a des partenaires à nos côtés. Et donc, je trouve que 160 millions d'euros en 4 ans, quand on est parti de zéro, et j'étais pas une C'est pas mal, gérante, 160 millions. je veux dire, je suis pas une grande gérante reconnue à l'époque. Je trouve Maintenant, c'est que le cas. voilà, non, mais sans glorification aucune Ouais, et bien sans sûr. satisfaction personnelle, je trouve qu'on a quand même bien Bien avancé. sûr. Prips, c'est vrai que c'est un grand sujet. Alors visiblement, on va revenir en arrière, ou alors il y a des gens qui travaillent sur le sujet. C'est compliqué. Pour Je sais, l'instant, c'est très c'est mis en compliqué. stand-by. C'est un autre sujet, on en parlera ici. Voilà. Ça va revenir, Ça va c'est revenir. sûr. Bon. Est-ce que c'est compliqué pour vous, par exemple, sur les plateformes, les assureurs, aujourd'hui, d'être référencés avec la réglementation? Est-ce que c'est plus compliqué? Est-ce qu'il faut gueuler un peu là-dessus en disant les distributeurs, aidez-nous? Moi, j'étais intervenue à la grande assemblée des sociétés entrepreneuriales à l'Association française de gestion pour dire unissons-nous, sociétés de gestion entrepreneuriale, pour faire du poids face Bien aux sûr. assureurs. Parce que c'est vrai que d'une certaine manière, les plateformes et les assureurs sont un grand point d'entrée, une grande barrière à l'entrée pour les jeunes sociétés de gestion. Et donc, je crois que c'est ça notre difficulté. On a réussi à passer quelques barrières et on va continuer à essayer. Alice, ça ne vous empêchera pas de dépasser le milliard? Non. C'est sûr. Merci beaucoup, Merci. c'était un bonheur. On retrouve bien sûr toutes les infos sur www. .trecento-am.com. Voilà, et si on veut vous voir, on vous appelle et vous Et je faites vous des réponds avec présentations. plaisir. C'était un bonheur, on vous reverra bientôt sur ce plateau. Et pour ceux qui ne connaissent pas assez, puisqu'il va vous râler, bien sûr, sur Club Patrimoine, il y a une page Trecento, allez voir, vous avez toute l'info. Et nous, on se retrouve Jeudi prochain, comme d'habitude. avec qui? Intensial Patrimoine. C'est Donc qui Intensial? les Allez, je le- sais. Le c'est nouveau pour vous embêter. Scandia, vous savez très bien. Oui, vous avez même oui, les boutons de oui. manchette, Oui, Jean-Pierre. oui. Scandia et courtage et système. Exactement, Vous voyez la fusion des deux. Exactement, sous le chapeau d'Apicil. Donc voilà, une nouvelle histoire, une nouvelle ambition aussi. On compte sur vous, comme d'habitude, 18h, le chat ActuSite Club Patrimoine. Merci.